Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue humain. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christopher et on va discuter ensemble de philosophie. Salut Christopher, bienvenue sur Dialogue humain, je suis vraiment ravi de te recevoir ici. Eh bien, plaisir partagé. Merci à toi. Ouais, je suis vraiment ravi, ça fait un petit moment que je te suis et donc voilà, c'est vraiment un honneur de te recevoir ici. J'ai envie de te poser cette première question. Comment est-ce que tu te sens là maintenant, toi? Comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me sens maintenant? Là, maintenant, tout de suite, ça va plutôt très bien. Heu, Sinon, en général, les fluctuations de l'existence, quoi, des hauts et des bas, hein. Complètement. Et on va en parler aujourd'hui, on va parler d'émotionnel, on va parler de sujets, voilà, de tes sujets de prédilection. Et aussi, peut-être une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner ce matin? Je j'ai pas pris de petit déjeuner. Je prends jamais de petit déjeuner le matin. Je bois toujours un café avec du lait et je vais faire du sport. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a à peu près le même petit déjeuner alors, s'il s'agit d'un jeune, quasiment. Ouais, ouais, Euh, quasiment. la, la question que j'ai envie de te poser et que je pose à tous mes invités au démarrage, c'est celle de se présenter de la façon dont ils le choisissent. Comment tu pourrais te présenter succinctement, Christopher? Alors moi, je me présente, sous, 2 grandes parties. La première, c'est, mon travail qui est l'écriture. Moi, je suis Hmm. écrivain, mon travail, c'est vraiment d'écrire des bouquins. J'ai des bouquins qui sortent, toute l'année. J'écris des articles aussi pour des articles de presse, pour des magazines. Donc voilà, là, j'ai écrit 3 essais pour l'instant. J'ai des romans qui vont commencer à partir de l'année prochaine. J'ai envie de faire plus de littérature. Donc mon travail Hmm. quotidien, c'est vraiment l'écriture. Et mon deuxième travail, on va dire, parallèle, c'est, la création de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, j'invite les gens à découvrir des œuvres littéraires, à raconter l'histoire d'auteurs, à parler Hmm. de concepts philosophiques, de l'amener le plus accessible possible et de faire vivre un peu la connaissance, la culture, tout ce monde, qui paraît très élitiste, mais qui en réalité, est très important, je trouve. Je te remercie pour cette présentation. J'écoutais ce matin dans ma voiture Kafka et j'invite tout le monde à aller sur Esprit Libre à écouter voilà ta vulgarisation sur Kafka qui est fantastique et qui permet, si vous ne connaissez pas, et moi je ne connaissais pas suffisamment, voilà d'aller en apprendre rapidement et c'est digeste et c'est vraiment formidable. Donc n'hésitez pas à le noter sur un bout de carnet pour aller le trouver juste après. Ouais, merci beaucoup. Euh, on partage aussi cette passion de la conférence. Je suis conférencier aussi sur OK. des sujets de communication pacifiante et de philosophie. Et donc, ouais, ouais, on va parler aussi de conférences ensemble. Carrément. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi, Christopher, pour comprendre la personne qui est en face de moi? Hem, il faudrait que tu vives avec moi, hein, parce qu'il y a la il y a il y a il y a la vie, extérieure, celle qui est avec, ma famille, avec ma fille, avec mes amis. Puis il y a Hmm. aussi, la vie intérieure, hein, celle qui se passe, dans le silence, j'ai un peu envie de dire. Donc Hmm. malheureusement, qu'est-ce qu'il faudrait que tu saches? Pas vraiment grand-chose. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu vives? Une multitude de choses. Ce serait plus compliqué Hmm. pour le coup. Complètement. Bah, je crois qu'on va parler de ton vécu aussi. Et peut-être avant ça, j'aimerais te poser cette question. S'il y avait une personne imaginaire ou réelle avec qui tu aimerais passer une heure au restaurant, en train de gravir une montagne, vu que c'est aussi des choses que tu as fait, Mmh mh. ou quoi d'autre, ce serait qui? Ah, il y en aurait trop, c'est vraiment un supplice de me demander de choisir une personne. Il y a Je suis là pour ouais, te faire vivre un supplice, Christophe. ouais, c'est vraiment agréable. C'est très agréable. Hem, Moi, il y a quand même un auteur qui a changé ma façon de voir le monde, vraiment, qui a bouleversé, mon rapport à la philosophie. C'est un auteur contemporain, comparé à ce qu'on a l'habitude d'entendre d'ailleurs. C'est, contemporain, mais qui est quand même décédé, c'est Clément Rosset. C'est un philosophe, Hmm. qui a étudié avec Jean Kelevitch notamment et qui, moi, a énormément influencé ma façon d'interagir avec la philosophie, ma façon de d'écrire aussi beaucoup, mais plus au niveau des réflexions. La première fois que j'ai lu Clément Rosset, c'était loin de moi. Je travaillais avec un ami à moi qui s'appelle Mathias Leboeuf, qui est devenu un ami à moi, qui est docteur en philo, et qui un jour m'a dit, écoute Chris, je pense que ce gars-là, ça te plairait. Essaie de lire Clément Rosset, loin de moi. C'est sur l'identité, parce qu'en fait, je faisais une conférence justement en plein centre de Paris sur le thème de l'identité.
Et, Mmh. il m'a dit: «Franchement, ça peut te plaire, lis ce livre» et en fait, c'est simple, je me le suis procuré. À chaque fois, Rosset, il fait des livres qui sont très, très courts, c'est 90 pages, 130 pages. Il y a pas de gros pavés chez Rosset et là, en l'occurrence, il y a eu une révélation, je me rappelle, avoir terminé le livre dans la soirée et m'être fait une insomnie. J'étais vraiment incapable de m'endormir, j'avais le cerveau qui cogitait, il a fallu que je me lève, que je marche, que je mette mes idées en mouvement parce que vraiment c'était Mmh. exceptionnel ce que je venais de rencontrer et donc s'il y a quelqu'un que j'aimerais avec qui j'aimerais prendre un repas, en l'occurrence prendre un repas parce que ça avait l'air d'être quelqu'un qui buvait un peu et qui avait l'air de faire un peu la fête, peut-être boire un petit verre avec lui pendant 1 heure pour lui poser 2-3 questions, ça aurait été pas mal, ouais. Si tu as une idée de la première question que tu aurais envie de lui poser? Ou un sujet, une thématique, quelque chose qui te viendrait? Le le Mmh. le 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 sujet que je traiterai avec lui, c'est vraiment la grande idée selon laquelle lui qui est l'un des pas les premiers, mais l'un des philosophes qui, est un penseur tragique, c'est-à-dire que c'est un penseur qui, mmh, qui a la grande idée selon laquelle le monde ne correspondra jamais à nos attentes. Nous vivons, nous savons pourquoi nous allons mourir sans savoir où est-ce que nous allons aller. Pourquoi vivre en fait? Pourquoi vivre? Et en fait, c'est là que c'est Mmh. un Nietzschéen un peu dans le sens, c'est que il est vraiment en train de dire que, la grande phrase de Clément Rosset, c'est: «Rassurons-nous, tout va mal». C'est-à-dire qu'en revenant dans un réel qui, ne correspond jamais à mes désirs, qui est absurde, qui est tragique et ben, Mmh. pour autant, j'arrive à en trouver une forme de joie et les questions que je lui poserai, je pense que tourneraient autour de cette optique-là. D'ailleurs, le j'ai un livre qui sort là le 12 septembre qui s'appelle Le silence de la loi. OK. C'est la OK. c'est un essai qui est dans la continuité justement de cette question-là de Clément Rosset autour de, est-ce la joie est-elle possible dans un monde qui est indifférent à nos désirs? Mmh. Merci pour ce partage et pour ton nouveau livre aussi. J'invite, les auditeurs à se renseigner aussi sur Guérir l'impossible, aux éditions, Guy Trédaniel, pour pouvoir justement aussi, voir un peu toute ton œuvre et ce que tu dis là, c'est intéressant. Dans quelle mesure, selon toi, ça rejoint un peu la pensée, typiquement d'un philosophe comme Fabrice Midal qui parle de rapport au réel aussi, y compris dans la souffrance? Alors, moi, je pour être honnête, je connais très mal Fabrice Midal, qui est un philosophe très, très, très contemporain, qui, traite sur des sujets aussi qui, se rapprochent de ceux du développement personnel. Je crois qu'il traite de l'hypersensibilité aussi, se foutre de la Beaucoup, ouais. paix. Voilà, donc il y a un rapport, très psychologique aussi là-dedans. Mmh. J'avoue en être un peu éloigné, dans le sens où je connais très mal son travail, donc je pourrais pas vraiment te dire quel rapport est-ce qu'il en est. Cependant, Clément Rosset, on est sur, un philosophe qui a fait de nombreuses thèses, hein, qui a écrit son premier livre à 21 ans, ça s'appelle «La naissance du tragique». Mmh. C'est de la philo en fait, ce que j'aime avec Rosset, c'est que c'est de la philosophie qui est de la vraie il y a des livres qui sont vraiment des thèses poussées, sorties au PUF, aux presses universitaires et puis après il y a des livres qui sont plus accessibles où en fait il est très, très drôle. Dans son écriture, c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'histoires, c'est très littéraire, c'est amené avec un Mmh. certain style, il y a beaucoup d'humour dans son écriture et c'est vrai que du coup, sa philosophie, c'est plutôt de la création de concepts, hein, c'est vraiment de la conceptualisation, hein. Deleuze disait que faire de la philosophie, c'est créer des concepts, mais là, en l'occurrence, Rosset, arrive avec un concept qui provient de philosophes antiques ou de philosophes, Mmh. à la suite de Spinoza, à la suite de Nietzsche, à la suite de Schopenhauer et par extension, à la suite de Parménide et donc là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, sa philosophie, elle nous amène elle est bien plus concrète qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire que, par exemple, comment se fait-il qu'une personne entende quelque chose qui n'a jamais existé? Comment se fait-il qu'une personne arrive à percevoir une chose qui n'a jamais été perçue? Comment Mmh. se fait-il qu'on arrive à déduire d'une situation l'opposé de ce qu'elle est? Et en fait, c'est tous ces jeux psychiques dans lesquels l'humain rentre, que Rosset appelle le double, hein, que Rosset appelle le double, mais qui nous empêchent de nous re de revenir au réel, de revenir dans le monde dans lequel on vit. Mmh. Et lui, c'est quand même un rationaliste, hein, c'est quand même quelqu'un, heu qui nous fait revenir dans le réel et qui a pas pour but de nous y échapper dans une utopie. C'est Mmh. autant voir le monde tel qu'il est, mais c'est pas parce qu'il est ce qu'il est qu'on devrait pour autant le blâmer pour ça.
Ouais, merci, c'est très clair. Intéressant, c'est toujours cette dualité-là, ce miroir, hein, qui se passe, ce paradoxe, entre ces 2 mondes, les différentes parts de soi, ça me rapproche aussi de certaines notions qui te sont chères, le déterminisme et cetera. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, tu pourras peut-être aussi, en parler un petit peu après. Ce qui me vient, c'est aussi, bah, c'est ton histoire, tu t'es présenté en parcourant ta chaîne, je vois aussi que, voilà, tu as quitté le domaine familial à 16 ans. Heu, Tu parles aussi publiquement de ta dépression, et aussi de la perte d'un être cher, voilà, récemment. Comment est-ce que toi tu utilises, cette variable humaine universelle qu'est la souffrance? Hem, Moi, je dis j'ai pas de clé magique pour dire, ce que je fais. Moi, Mmh. la souffrance, je l'exprime à travers de l'art et notamment à travers l'écriture. C'est-à-dire que ma souffrance passe à travers, le geste, à travers le mouvement, à travers aussi, l'oubli dans les mots, à travers tous ces moments-là, on va dire, qui me permettent de pouvoir exprimer la banalité de l'être que je suis, tu vois? Mmh. C'est vraiment ça, hein. Tous les êtres souffrent maintenant, que fait-on de ce que nous avons? Tu sais, c'est la grande idée de Mmh. Sartre qui dit que Oui. l'important c'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Mmh. Et c'est un peu ça la grande idée. C'est-à-dire que bon, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe et qu'est-ce que je décide d'en faire? Après, pour être 100 honnête, heu, mon travail, s'intéresse très activement dans le problème du mal, comment le mal peut être réconcilié avec l'idée d'un Dieu, comment vivre dans un monde où des enfants innocents meurent. Voilà, il y avait vraiment des questions éthiques et morales qui rentrent en jeu et qui font que, ben, moi, à travers des histoires, à travers des récits, à travers ma catharsis en quelque sorte, qui est celle de l'écriture, ça me permet de pouvoir vraiment beaucoup mieux accepter les situations que je vis. En fait, disons que l'écriture me fait tout autant qu'elle me défait. Heu, Mmh. c'est à la fois le moyen, c'est à la fois la fin qui vient aussi taper aux endroits où ça va mal, hein. Tu sais, des fois, les mots Mmh. disent de nous ce que nous ignorons sur nous-mêmes et donc là, en Oui, l'occurrence, complètement. c'est comme ça que moi j'utilise ma souffrance. C'est-à-dire que je préfère l'utiliser même s'il y a un chaos, même si rien ne va, même s'il y a une dose de souffrance et de chagrin et de peine qui 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 fluctue un peu dans mon être, je préfère tout de même, l'utiliser pour en faire quelque chose et le coucher sur papier, ça me permet déjà de moi mieux le comprendre. Mmh. Et d'où ça devient cette passion débordante là pour la philosophie? C'est quoi le point de départ pour toi? Le point de départ pour moi, c'est évidemment cette chute un petit peu en enfer, hein, cette chute, Mmh. où il a fallu que je contextualise le monde. Mais alors avant ça, je suis passé par la spiritualité, je suis passé par des croyances religieuses très extrémistes. Jusqu'à, frôler la secte, hein. Certains même disent que j'étais vraiment entré dans une secte. Donc j'ai été dans des croyances très radicales spirituelles et puis, la rencontre avec certains auteurs, donc ça c'est la spiritualité, on va dire, m'a permis de pouvoir, sortir, d'un monde, qui, n'avait pas de sens, d'un monde dans lequel j'étais complètement étranger. Je me sentais vraiment différent et dans lequel je sombrais vraiment entièrement de par une enfance un peu délicate, on va dire. Et puis, il y a eu, des rencontres avec des auteurs, il y a eu des rencontres avec des gens, il y a eu des confrontations dans les pensées qui ont fait que, ben, Mmh. j'ai fait chemin arrière et que j'ai perdu la foi, une foi que je pensais être inébranlable d'ailleurs à ce moment-là. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai entendu ces 2 mots, religion et spiritualité. Tu ferais quoi comme distinction, toi, entre les 2? Ah ben, la spiritualité n'est pas forcément dogmatique déjà. La religion l'est, Oui. hein. La religion, elle ne prétend pas ne pas l'être, hein. La religion, il y a des codes à respecter, il y a des lois à suivre et la religion suit, des textes sacrés, suit des codes qui sont Mmh. imposés, à travers, voilà, soit des écrits, soit des paroles. Par la suite, la spiritualité, elle peut être définie de plusieurs manières. On peut être spirituel parce que on va s'intéresser au monde de l'esprit, par exemple. Ça va être plutôt l'idée d'un dualisme, la spiritualité. L'idée de se dire que bon, ben, il existe un monde en dehors du monde dans lequel nous vivons, hein, dans lequel nous sommes et que du coup, ce monde-là, peut-être que je peux interagir avec sans forcément qu'il y ait de loi spécifique, mais c'est plutôt une expérience personnelle, je dirais, hein.
Si je devais définir la spiritualité en termes de croyances métaphysiques, ça serait une spiritualité qui se veut être vraiment qui passe par l'expérience, disons, qui passe Mmh. vraiment par l'expérience, qui passe par un ressenti, qui passe par des idées. Voilà, c'est vraiment plus par ça. Et puis par la suite, il peut y avoir des formes de spiritualité plus dogmatiques, les religions et extrémistes, les sectes et plein d'autres. Mmh. Ouais, c'est intéressant que tu rappelles ça, hein. D'ailleurs, on entend beaucoup parler de spiritualité laïque, d'ailleurs qui s'intègre d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, entreprises dites de plus en plus conscientes. Bon, c'est qu'une affaire de sémantique, mais il y a aussi derrière l'état d'esprit, qui est adopté, l'intention, le pouvoir de l'intention derrière aussi. Heu et par rapport à cette société qui change, pour toi, Chris, c'est quoi les questions philosophiques les plus urgentes, que notre société doit aborder en quelque sorte, aujourd'hui? Oh là, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de questions urgentes, quand on voit, la prise de pouvoir des extrêmes, les pensées qui sont de plus en plus radicales, je pense que l'esprit critique est quelque chose qu'on doit développer et Mmh. quelque chose qu'on doit, vraiment, voilà, partager avec les plus Ouais. jeunes et qu'on doit enseigner, si tu veux. Vraiment l'esprit critique pour moi aujourd'hui avec l'arrivée des IA, les réseaux sociaux qui se développent et tout le reste, on peut vraiment faire croire Mmh. n'importe quoi, n'importe qui, hein. C'est pour faire référence Mmh. à un ancien youtubeur que Oh. j'écoutais à l'époque, Rémi Gaillard qui disait: Alors «N'importe oui, quoi, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe quoi». Voilà. C'est un peu, exactement. voilà, un peu déformé, mais c'est un peu ça dans l'idée. Heu, Qui a refait surface au JO d'ailleurs apparemment, ah ouais, OK, d'accord, bon, je j'ai pas vu ça, mais bon. je te laisserai découvrir. Oui, OK. Ouais, carrément, mais voilà, bah, en gros, dans l'idée, les questions pour moi qui me paraissent importantes, c'est celle de, peut-on vraiment faire Mmh. confiance à ce que nous pensons? Peut-on réellement faire confiance Mmh. à ce que nous voyons? Peut-on réellement faire confiance à ce que nous entendons? Et surtout, est-ce que nous vivons? Parce qu'en réalité, là où je pense que l'humain est réellement le plus dépendant, c'est dépendant de ses propres expériences. Sous prétexte que nous avons vécu une expérience, les conclusions que nous en tirons Mmh. s'avèrent être la vérité. C'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à basculer vers, de l'illusion, vers de mauvaises interprétations et peut-être même, Mmh. le début de quelque chose qui peut devenir, par la suite, radical, plein de certitudes, si tu veux. Donc Mmh. le thème, des croyances radicales, le thème, de développer cet esprit critique et de pratiquer la méthode du doute me paraît vraiment nécessaire aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Il y a évidemment et en fait, c'est intéressant parce que tout ce domaine des croyances-là va aussi intégrer le domaine du totalitarisme, le domaine ça va vraiment être aussi une philosophie qui se veut être politique, hein. Donc il y a ça Mmh. peut vraiment englober plein de domaines. Heu même le domaine spirituel, religieux au niveau de ces croyances-là. Et puis par la suite, moi le problème, qui me pose vraiment, moi c'est la question du mal comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, Oui. comment le mal peut-il exister, dans un monde enfin, comment faire face en fait à ce mal-là? Comment faire face, Mmh. aux profondeurs abyssales de l'esprit humain qui nous invitent de temps en temps à aller, agir, de façon, inappropriée, tu vois? Et donc là, Oui. c'est la question un peu platonicienne de se dire, est-ce que le mal est fait volontairement ou est-ce que le mal est toujours le résultat d'une ignorance? Mmh. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et ça t'aura pas échappé aussi, peut-être les travaux d'Hannah Arendt sur la banalité du mal, Non. de Boris Cyrulnik évidemment que tu as reçu, Mmh mh. et donc c'est vraiment des travaux passionnants, que j'essaie d'aborder aussi avec mes étudiants en cours de critical thinking avec des étudiants, d'AlgoSup. Et il y a vraiment, je trouve un vrai besoin, aussi de donner des clés. D'ailleurs, tu en parles très bien dans tes contenus. Ce serait quoi s'il y avait peut-être un top 3, tu vois, des biais cognitifs que si tu pouvais comme ça décider que chacun serait plus libre et éclairé et aurait ces 3 biais cognitifs dans sa besace, ce serait quoi ce que tu dirais? Nous libérer de certains biais cognitifs, tu veux dire? C'est-à-dire les 3 grands biais, Heu, les 3 grands biais que tu pourrais diffuser, et que chacun pourrait connaître là aujourd'hui, ah ben, pour moi déjà le plus courant, ça serait le biais de confirmation, hein, les en fait les biais mmh, cognitifs ou les euresthésies, c'est vraiment l'idée selon laquelle on a des penchants naturels de l'esprit, de par l'évolution l'évolution biologique humaine, hein, pour se sauver, pour survivre, hein, faire perdurer la vie humaine et pour survivre dans la nature. Il a fallu faire des raccourcis de pensée, je sais pas moi, un arbre qui va bouger ou du feuillage qui va se mettre en mouvement et de suite ça va être, un facteur risque.
là où ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui avec beaucoup de réflexion, ça peut être le vent et plein d'autres facteurs, mais de suite, il va y avoir des raccourcis qui se sont faits, qui se font très rapidement et donc les Mmh. biais cognitifs, ça a été répertorié par Daniel Kahneman et Tversky, notamment, prix Nobel d'économie. Il y a eu plus de 150 biais cognitifs répertoriés et il y en a des c'est vrai des biais qui sont importants. Pour moi, le premier c'est le biais de confirmation. C'est, l'idée selon laquelle, nous allons trouver dans le réel, donc dans le monde dans lequel nous vivons, le moyen de valider les croyances que nous entretenons. Voilà, tout simplement. Mmh. Le c'est si on demande à tous les auditeurs de se dire: «Ah, à partir de maintenant, vous allez compter le nombre de voitures rouges que vous allez croiser», eh bien, vous n'allez jamais autant voir de voitures rouges qu'à partir du moment où je vous ai, proposé ou suggéré la question, enfin l'idée, quoi. Mmh. Oui. Donc ça, c'est le biais de confirmation. C'est ce qui fait que, on va marcher dans la rue le soir seul et que tout d'un coup, on va entendre un bruit derrière nous. On va se dire que quelqu'un nous suit et que d'un coup, on va avoir l'intime conviction que quelqu'un nous suit, que plus les pas vont avancer, plus on va le valider à travers des bruits, des pensées, des idées. Ce qui fait que, à la fin, on va commencer à rentrer à la maison en courant de peur qu'il y ait quelqu'un derrière là où il n'y a jamais eu personne. Voilà, Mmh. par exemple. Et c'est ce qu'on retrouve aussi très bien dans le domaine des croyances, hein. Tu sais, lorsqu'on me dit que j'ai la preuve de l'existence de Dieu, que rien n'est un hasard, rien n'est un hasard et de ce fait, toutes les actions quotidiennes peuvent être interprétées comme des, expressions de Dieu et donc là, on est totalement dans un biais de Mmh. confirmation, hein, c'est-à-dire que je vais chercher le moyen de confirmer le fait que Dieu existe dans les Mmh. petites actions, du quotidien. De signe en signe. C'est ça, de signe en signe, exactement. Donc ça, c'est vraiment la partie, le 1er biais cognitif qui est vraiment, très connu, on va dire, à ce Mmh. niveau-là. Il en existe vraiment plein, il en existe vraiment plein qui vont toucher à différentes parties, on va dire, de notre Oui. façon d'interagir avec le monde. Mais s'il y en avait vraiment un qui serait pour moi important de voilà, il faut douter de ses expériences, il faut toujours remettre en question, avant tout, les pensées que c'est savoir un peu penser contre soi-même, tu vois? C'est vraiment Mmh. ça, c'est de se dire, j'ai une pensée Complètement. qui m'arrive qui est, qui paraît logique, mais qui en réalité ne l'est peut-être pas. Par exemple, il y a une devinette à Harvard, alors une devinette, c'est très mal dit comme mot, mais en gros, il y a eu un test qui a été fait à Harvard, on a dit que une balle et une batte valent 1,10 €. La batte vaut 1 € de plus que la balle. Combien vaut la balle? Donc là, naturellement, on va se dire, même si vous savez très intimement que c'est faux, vous dites 10 centimes. Le 1er truc qui vient, c'est 10 centimes. Voilà, c'est ça. Mais vous savez que c'est faux, parce que vous savez qu'il y a un piège dans la question. Mais pourtant, naturellement, on se dit 10 centimes, voilà. Et ben ça, c'est un biais cognitif. Et ben il y a ceux qui vont répondre 10 centimes et faire confiance à une forme de réflexion intuitive, le système 1 d'ailleurs, hein, de Kahneman, c'est ça, Mmh. qui est rapide Oui. et le Système 1 système en analytique. opposition au système 2. Exactement, qui est le système plutôt là pour le coup analytique et là Mmh. qui va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va se dire: «OK, revenons un petit peu, non, si la balle fait 10 centimes, si la batte ne vaut pas 1 € de plus, en fait la balle vaut 5 centimes». Parce que ça voudrait dire que 5 centimes plus 1 € de plus de 5 centimes, ça fait 1,05 €. Donc ça la batte coûterait 1 € de plus, Mmh. si la balle faisait 5 centimes. Donc là, c'est pas du tout instinctif quoi, tu vois? C'est pas du tout instinctif. Mais après, Effectivement, pas du tout. il y a d'autres C'est pour ça que je suis penchants. pas diplômé d'Harvard. Non, je Mais plaisante. je me suis fait avoir aussi, je crois qu'on se fait tous un peu avoir au début. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi d'autres penchants scientifiques qui viennent justement dire que les biais cognitifs ne sont peut-être pas des choses qui existent vraiment, mais que c'est plutôt la manière dans laquelle on propose l'exercice ou le sujet qui vient déjà de base biaiser en fait et amener vers un biais cognitif. Mmh. Donc il y a quand même, d'autres parties dans la science qui contredisent ça, tu vois? Qui contredisent cette idée. Oui. Mais bon, Mmh. on C'est intéressant. voilà, le consensus scientifique est quand même en accord pour dire qu'on a une multitude de biais cognitifs donc on est un peu dépendant de ces biais cognitifs-là, quoi. Mmh. J'en parlais avec l'invité, avant toi, Thomas Huchon, expert français des fake news, qui parlait aussi de Dunning-Kruger avec cette anecdote, du jus de citron. Si vous l'avez pas entendu, je vous invite à aller tout de suite cliquer sur, l'épisode avec Thomas Huchon où il explique, ben, voilà, quand on démarre une compétence et on est incompétent inconscient et puis on va de fil en aiguille sur,
dans une vallée de l'humilité parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et donc là, on doit faire, entre guillemets, les 10 000 abdos, les 10 000 heures pour travailler sur un sujet et mieux comprendre, pour pouvoir avoir une compétence inconsciente à la fin. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire dans quelle mesure est-ce que je ne sais que je ne sais rien, en l'occurrence, Mmh. sur un sujet. Euh, Et puis Est-ce même que tu ça, aurais comme une... tu dis, Ouais. on l'a vu avec les vaccins aussi ça d'ailleurs. Pour en revenir à Denis Kruger très rapidement, l pendant le Hmm, covid, les vaccins, du jour au lendemain, tout le monde était des épistémiologues. Enfin, je veux dire, tout le monde savait comment on hmm, créait des vaccins, comment complètement. les vaccins fonctionnaient. Alors quand tu sais, c'est la grande idée selon laquelle, c'est un biais aussi, mais alors j'ai plus le nom de celui-ci, c'est de penser qu'on connaît une chose qui en réalité nous paraît complètement étrangère. Par exemple, c'est l'idée de la braguette. Hmm, Tout le monde sait comment fonctionne une braguette. Maintenant, si je vous dis comment fonctionne une braguette dans les moindres détails, c'est-à-dire la façon dans laquelle elle fonctionne, est-ce que tu pourrais créer une braguette aujourd'hui? C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire les ouais, oui, je pense. processus qui font que la braguette fonctionne. Et ben, c'est un peu la même chose avec le vaccin. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on a des grandes idées, on a l'impression qu'on sait un peu, mais en réalité, quand on se plonge vraiment à l'intérieur avec l'ARN messager et tout ce qu'il en est, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Hmm, c'est clair, c'est labyrinthique. Ouais. C'est clair. Et si on parle un peu de toi et qu'on remonte un peu le temps, est-ce que tu te souviens de ce que tu souhaitais devenir quand tu avais 7 ans? Ah ouais, mais moi, quand j'avais 7 ans, je voulais être danseur professionnel. Ouais, Ok, danseur professionnel et je le suis devenu, hein, parce que moi j'ai été danseur professionnel à l'âge de 17 ans. Entre ok. 16 et 17 ans, je suis devenu aussi professeur, j'étais chorégraphe, j'ai chorégraphié pour des compagnies. Donc ça a été quelque chose que j'ai fait, hein, le monde psychologique et la philosophie ou même la littérature ont toujours été présentes, mais plutôt de côté, ouais, vraiment dans une autre Hmm, partie, on va dire, de ma vie que parce que ça me paraissait très impossible, ça me paraissait intangible, ça me paraissait intouchable. hmm. Ouais, donc finalement, t'as atteint ce que tu rêvais d'être à 17 ans, ce qui est plutôt chouette quand même. Ouais, c'est cool. J'ai vécu une belle expérience à ce niveau-là, ouais. J'en reviens un petit peu au bonheur, parce que c'est aussi un des sujets que tu traites. Est-ce que tu considères que tu es heureux, toi, en ce moment? Oh, mais moi, je crois que je m'intéresse très peu au bonheur, pour être honnête. Ok. Je m'intéresse très peu au bonheur et pour être honnête, je n'y crois pas vraiment, à la grande idée du bonheur. Hmm. Je préfère, une vraie Je te rejoins. souffrance à un faux bonheur, par exemple, tu vois? Hmm. Mais est-ce que je suis heureux en ce moment? Je cherche pas vraiment à l'être. C'est-à-dire que si je devais avoir le Hmm. choix entre la vérité ou le bonheur, je choisirais la vérité. Heu, Ce qui fait que j'apprends à vivre avec mes mots, tu vois? J'apprends à Hmm. vivre avec mes mots et c'est plutôt ça qui m'intéresse plutôt que de chercher l'idéal dans quelque chose qui devrait être mieux. Cette compétition de meilleure version de soi-même, de Ouais, se c'est sentir ça. le plus heureux possible, d'être, Hmm. dans la plus grande joie possible, c'est pas vraiment mon objectif. Je pense qu'il faut savoir apprécier toutes les fluctuations de la vie et savoir danser avec les oscillations un peu, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On parle beaucoup, j'entends beaucoup dans le développement personnel parce que je suis aussi coach professionnel certifié et j'entends parfois des coachs qui viennent me voir en me disant, les émotions positives et donc j'ai du mal à continuer la discussion sans les arrêter en parlant plutôt d'émotions agréables ou désagréables. Ou en tout cas, toutes les émotions nous renseignent sur, un clignotant du tableau de bord, qui est en train de voilà, d'être en mouvement et qui va nous renseigner sur quelque chose, un besoin non nourri ou quelque chose qu'on a besoin d'ajuster, dans notre quotidien ou d'accepter et s'asseoir et de cohabiter avec ce qui se passe réellement. Et donc, Mmh. je suis totalement en ligne avec ce que tu dis et dans quelle mesure, toi, tu te considères comme libre? Si on revient un petit peu au déterminisme, Chris, toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Moi, je suis plutôt un existentialiste qu'un déterministe, hein. Je pense plutôt que l'existence, l'existence précède l'essence, hein, plutôt que l'inverse. Donc Mmh. que je ne proviens pas de quelque chose, dans une optique d'aller vers quelque part, hein. C'est que j'arrive de quelque part sans trop m'intéresser à ce qu'est ce quelque part-là et je ne sais où et puis j'essaie d'être joyeux au milieu, quoi, tu vois? Hem, donc
La liberté pour moi, c'est cette grande phrase d'Hugo qui vraiment est un leitmotiv dans ma vie, qui dit que la liberté commence où l'ignorance finit. Et je pense que c'est vraiment ça la liberté, c'est de pouvoir avoir les connaissances nécessaires Hmm. pour savoir qu'on est déterminé d'une certaine manière, hein, par les Hmm. facteurs sociaux, qu'on est déterminé par une société, qu'on est déterminé par les gens, qu'on est déterminé par notre enfance. Voilà, il faut pas nier ça, mais qu'on peut Hmm. s'affranchir de ces déterminismes d'une certaine manière et pouvoir y trouver une forme de liberté. Pour moi, je m'intéresse plus à la liberté de l'esprit, dans la connaissance, dans le fait de savoir, la distinction de ce qui est bien, de ce qui est mal, la distinction de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup plus, plutôt qu'une liberté d'action. Alors après, est-ce que je suis vraiment libre d'agir comme j'agis tous les jours? Est-ce que le parcours que j'ai parcouru était en fait prédéfini par quelque chose de préexistant à mon existence? C'est complètement possible, mais disons que je m'intéresse plus aux marionnettes qu'aux marionnettistes. Hmm. Image intéressante. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise et qui t'a passionné? Oh là là, je crois que tous les jours des trucs à apprendre. Ben, récemment, là, je me réintéressais aux frères Karamazov de Dostoïevski que j'aime vraiment passionnément. Et je revenais sur un passage des frères Karamazov, sur un passage qui s'appelle La Révolte, dans ce livre-là, hein. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la Hmm. littérature russe, pardon. Et en fait, on a Ivan Karamazov qui est le frère athée convaincu, rationaliste, intellectuel, et puis Alyosha qui lui est plus spirituel en fait, hein, qui est plutôt dans des croyances spirituelles. Et en fait, justement, j'ai vu que j'étudie beaucoup la question du mal parce que je suis sur un roman en ce moment qui travaille vraiment énormément sur tout le problème du mal. Je me replongeais dans ce passage-là qu'à chaque fois je redécouvre et qui est passionnant. C'est la grande idée, voilà, selon laquelle Heu, si Dieu est bon et Dieu est omnipotent, pourquoi le mal? Hmm. Pourquoi le mal si, Dieu est bon et Dieu est omnipotent? Et en fait, Ivan Karamazov essaie, par le domaine de la raison, donc intellectuellement, de réussir à donner tort à Alyosha et lui dire: «Mais comment toi, tu peux, croire en un Dieu qui est capable de supprimer des enfants ou de tuer des innocents au détriment d'une fin meilleure?» Tu vois? On dit souvent: «Un mal pour un plus grand bien». Hmm. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est pas tant que Dieu n'existe ou que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, c'est ce qu'il dit, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il dit: «Moi, si c'est un Dieu qui existe et qui tue des innocents», il lui dit: «Je lui rends mon billet». Et ça, c'est un truc Hmm. qui est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, je ne lui fais pas Œil pour œil, dent pour dent. c'est ça, je lui fais pas confiance à celui-là. Je lui rends mon billet. Hmm. Je peux pas accepter de vivre dans un monde où des innocents meurent et où quelqu'un est à l'origine de cela. Hmm. Donc c'est-à-dire que, Ivan Karamazov, il dit que si demain la paix pouvait exister dans le monde, imaginons, hein, que la paix pouvait exister dans le monde, qu'il y aurait, que tout serait en paix, qu'il n'y ait plus aucun problème dans le monde, mais que pour cela, il faudrait passer par la souffrance d'un enfant. Et pour ça, il donne plein de scènes, plein d'exemples horribles d'enfants qui sont torturés, qui sont malmenés dans tous les sens. Il dit: «Moi, je n'accepte pas ça et je lui rends mon billet». Et ça, c'est vraiment une question qui est intéressante parce qu'on n'est plus dans le problème de traiter ou pas l'existence ou non de Dieu, mais c'est est-ce que je suis capable de vivre avec un Dieu qui tue des innocents? Hmm. Et donc c'était, Intéressant. j'étais rentré là-dedans en ce moment parce que je me replongeais là-dedans et de reanalyser la manière dans laquelle Ivan Karamazov amène ce sujet-là, c'est je trouvais que c'était vraiment passionnant. Hmm. Je te remercie pour le partage que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc merci beaucoup pour ça. Ah ouais, Et je suis en train d'écrire un livre. Je te sais aussi structuré et voilà, dans cette pensée en tout cas, de développement, littéraire et cetera. Et moi je suis en train d'écrire un livre en ce moment sur la communication et donc j'aimerais bien te poser deux trois questions sur le sujet. oui, bien sûr. La première chose qui me vient, c'est selon toi, hem, qu'est-ce qui détruit les relations humaines de ton point de vue? Qu'est-ce qui les détruit? Oh là! Il y a beaucoup de choses, hein, alors, quand tu parles de relations humaines, est-ce que tu as un domaine en particulier? C'est la relation humaine en général. C'est vraiment repartir à l'essence de l'échange, l'essence du dialogue. Moi, je pense que ce qui, peut écorcher les relations humaines, interpersonnelles, les altérations, la communication entre les gens, c'est plutôt,
heu, le fait de pas vouloir peut-être entendre ce qui est dit. Heu, tu Mmh. vois? Ou peut-être de dire ce qu'on ne veut pas forcément entendre aussi. Il y a un rapport entre le fait Mmh. d'écouter et le fait de parler et le fait de parler et le fait de dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut juste entendre et des fois où il faut vraiment écouter. Et je pense que les relations interpersonnelles peuvent se, réconcilier à travers une discussion avec l'autre, mais aussi surtout à travers une discussion avec soi. Dans le sens où, s'il y a des conflits, c'est qu'il y a des différences, Mmh. d'opinions, d'idées, de langage aussi, hein, de langage. Et Bien donc, sûr. en luttant contre l'autre, on lutte aussi contre, des certaines croyances que nous entretenons, des certaines idées Mmh. que nous possédons. Et donc l'idée, c'est d'être capable de pouvoir prendre en considération ce que l'autre dit, même si nous le considérons comme étant foncièrement faux. Mmh. Ouais, ouais. Je te rejoins à 200 et ça me relie au domaine aussi de l'écoute active, être capable d'écouter l'autre, d'écouter la différence. Thomas Dansebourg, parle souvent aussi de ce sujet-là, qui est un thérapeute belge qui dit souvent, «Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Exprime-toi» et désaccord ne veut pas dire désamour, donc c'est aussi OK de, voilà, de pas partager la même opinion et je vais t'écouter. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à se protéger, à se replier dans nos certitudes, au moment où quelqu'un va employer un mot différent d'une autre ou quelque chose qui sort de notre référentiel, quoi. Et je te rejoins, sur ce point-là aussi. Et par opposition, s'il y avait une chose qui, selon toi, nourrit les relations, si tu devais choisir quelque chose, tu dirais quoi? Hem, qui nourrit les relations? Peut-être que c'est la solitude. Peut-être que c'est la solitude dans le sens où, c'est peut-être Mmh. plus beau de trouver quelqu'un qui partage une solitude avec nous, plutôt que quelqu'un qui recherche la compagnie d'un autre. Mmh. Je dirais ça, je dirais, Je m'attendais pas à celle-là, Chris. ouais, je dis ça, c'est vraiment, j'ai pas vraiment d'idée, je suis pas vraiment de très, très bons conseils pour être honnête, mais Moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve ça très surprenant, justement. je pense Heu, justement que c'est voilà, la solitude, elle permet une rencontre, en fait. mmh, C'est ça la solitude. complètement. La solitude, elle permet une rencontre et parfois, lorsque 2 solitaires se rencontrent sur une place qu'on peut appeler le hasard, par exemple, il se passe des fois des choses incroyables. Mmh. Il vaut mieux ça que d'être quelqu'un qui est en quête de l'autre, qui est en dépendance éternelle de l'autre et à ce moment-là, l'autre devient mon enfer, hein. C'est la grande idée de Sartre, hein. C'est à partir du moment où on est dépendant Mmh. du monde, tout en sachant qu'on l'est en quelque sorte, hein. Mais vraiment Mmh. que notre identité se forge à travers l'autre, que l'autre devient mon enfer. Donc je pense qu'il y a d'abord une phase de solitude dans le sens où, tu sais, heu, heu, Paul Valéry disait être, non, c'est Jules Renard. Jules Renard qui disait, j'allais dire Paul Valéry. Jules Renard, il dit: «Être seul, c'est être en mauvaise compagnie». Sauf que si on est seul avec un autre, c'est quand même de bien meilleure compagnie, tu vois? Donc je pense que c'est pour ça que je dirais 2 solitudes qui se rencontrent. Mmh. Ça me parle, ça me parle. J'allais dire d'une part aussi, être seul souvent peut être ressourçant, hein, pour s'extraire, pour, se recentrer et puis, ouais, la solitude peut être partagée et ça, c'est quelque chose aussi qui peut surprendre mais, c'est pas la même intention, que d'aller remplir le vide ou d'aller, absolument chercher l'interaction et comme tu dis, peut-être au prix aussi de tomber dans des formes de dépendance affective, ou, voilà, de dépendance contre dépendance, enfin des dynamiques ou des jeux psychologiques, Complètement. qui peuvent être néfastes. Hem, Si toi tu pouvais passer un message à l'humanité tout entière aujourd'hui, ce serait quoi? Ah bah, moi, le message que je passerais, ça serait celui de Hugo, hein. Ça serait celui de dire que, la liberté passe par la connaissance. Ça serait de se dire, passez moins de temps sur votre téléphone à scroller, plus de temps à vous Mmh. intéresser. Allez découvrir le monde qui vous entoure, voyager, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous aux histoires, essayez d'être profondément, moi, je crois en la banalité de l'homme, hein. Essayez d'être profondément médiocre, de temps en temps avec vous-même et avec les autres. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je pense que parfois,
s'intéresser aux gens, avoir l'humilité de se dire qu'on n'est rien que Oui. nous-mêmes, tu vois? Qu'on n'est que nous-mêmes et que c'est là que je suis vraiment à contre-courant vraiment de cette idée de développement personnel parce que l'idée de développement personnel, c'est Mmh. de dire que nous pouvons être la meilleure version de soi et de ce fait Ouais. être au-delà de beaucoup d'autres choses, de ceux qui ne sont pas leur meilleure version d'eux-mêmes, par exemple. Y compris des autres, oui. Y compris les autres. Donc Ouais, c'est lutter ouais. contre quelque chose contre lequel en fait, malheureusement on peut pas lutter et moi je Mmh. pense, tu vois, que l'amitié c'est n'être que soi-même. Par exemple, tu vois? Je suis ami avec quelqu'un lorsque je suis que moi-même dans toute ma médiocrité et que je n'ai pas la place à pouvoir être quelqu'un de superficiel. J'ai pas la possibilité de jouer un rôle parce qu'en fait ça m'est impossible parce que la personne me connaît trop profondément et donc je pense que voilà, la connaissance est une forme de liberté. Je pense vraiment que s'intéresser aux gens, de s'intéresser aux problèmes qui touchent l'humain, sans faire de l'humain le centre du problème. Merci pour ce partage. Au regard du chemin que tu parcours, toi, Chris, à qui est-ce que tu aimerais dire merci et pourquoi? À qui est-ce que j'aimerais dire merci? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens à qui j'aimerais dire merci. Tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, j'aimerais leur dire merci. Il y a des gens qui sont là, à qui je le dis très souvent. Tu sais, moi, je suis un petit gars qui a quitté l'école à 16 ans, qui est passionné de philosophie, de littérature parce qu'il a vécu des trucs dans sa vie et un jour, il y a un mec qui est arrivé, qui sort d'université, qui a fait, bac+10, qui est un passionné de philosophie comme moi, sauf que moi, je suis un petit mec tatoué qui ressemble à rien et qui un jour, ce gars-là va dire: «Ben, toi, mec, je t'aime bien, je vais donner toutes les connaissances que t'as pas, puis je vais te prendre sous mon aile et je vais te porter avec moi». Donc tu vois, ces gens-là Énorme. comme Mathias, c'est des trucs, il y a des rencontres qui sont vraiment très, très rares dans une vie et de se dire qu'un jour, Mmh. j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui, a cru en moi à un moment donné où moi, j'y croyais absolument plus. Une personne, qui, est dans un milieu intellectuel qui est à l'opposé du mien. Moi, je viens des quartiers de Bordeaux, j'ai vécu, un grand passage de ma vie dans la rue, je travaillais dans les boîtes de nuit pendant des années et puis j'en finis par être accompagné par un docteur en philo qui se dit: «OK mec, j'ai confiance en toi et je vais t'apporter ce que les autres n'ont pas envie de te donner sous prétexte que c'est quelque chose d'élitiste». Donc cette personne-là, je ne peux que la remercier, c'est un peu comme mon père spirituel, hein, vraiment pour le coup, c'est vraiment quelqu'un, Mathias, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, foncièrement incroyable, qui s'intéresse vraiment à l'humain et qui donne sa chance à des jeunes, qui, partent du mauvais chemin, on va dire. Enfin, pas du chemin le plus simple. Tu sais, Camus, quand il était jeune, il a eu Jean Grenier qui aussi l'a énormément aidé, qui l'a cru en Mmh. lui et qui a dit: «Écoutez, votre enfant», qui a été voir sa mère illettrée, qui a dit: «Écoutez, votre enfant, il va faire des études parce que ça va devenir quelqu'un d'incroyable». Attention, je dis pas que ce sera le même cas avec moi, mais je dis juste qu'il y a à un moment donné des gens, des professeurs ou d'autres personnes qui viennent chercher des petits gars, qui ressemblent à rien et qui sortent peut-être un petit peu du lot par, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent et qui nous emmènent après à d'autres endroits et ça, je trouve que c'est remarquable. Il faut avoir, une humilité, il faut avoir un recul, il faut aimer Mmh. profondément l'humain pour pouvoir faire des choses comme ça et ces gens-là qui sont dans l'ombre et dont on ne parle pas souvent, je pense qu'il faut leur rendre hommage et je l'ai encore récemment avec une autre écrivaine. Là, j'écris un roman, j'ai une autre écrivaine qui, à qui j'ai parlé de son bouquin, avec qui je suis rentré en contact, qui est vraiment une très belle écrivaine, qui écrit très, très bien, qui a écrit des livres qui ont eu des prix et tout et qui se dit: «OK, tu un potentiel dans l'écriture, il y a quelque chose que tu fais que j'aime dans l'écriture, je vais t'aider à construire ton scénario, moi je suis scénariste, je vais t'aider» et en fait qui m'aide comme ça, par simple volonté, par simple amour de partage et amour de ce qu'on fait et je trouve que ça, ces gens-là, il faut qu'on en parle parce que, c'est ceux qui permettent de construire des jeunes comme nous qui ont envie d'essayer de faire des choses. Mmh. Super. Ouais, j'en oublie le fil de l'interview, mais je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire et Ouais, c'est c'est chouette que tu puisses important, me hein. partager ça. Non, mais avec Ouais, plaisir. Mais c'est important, franchement, c'est une très bonne question, c'est très important. et je sais que tu es attaché à la notion de gratitude aussi et que tu en parles dans ton livre, Guérir l'impossible dans les interviews en général. C'est quelque chose qui t'est cher aussi, voilà, de pouvoir partager ça, ça Ouais, fait partie j'ai aussi beaucoup de de reconnaissance envers les gens qui m'ont aidé et même ceux qui m'ont pas forcément aidé. Je suis pas non plus celui qui va remercier son bourreau, je suis un très mauvais stoïcien. Voilà, je suis pas non plus là-dedans, mais quand même, il faut savoir,
Tu vois, c'est un peu comme avec ma Mmh. famille. J'ai perdu mon père, très récemment, et évidemment que j'ai envie de remercier mon père malgré le fait que j'ai eu une enfance qui était un peu compliquée en partie, à cause de la sienne d'enfance. Mais est-ce que je me serais remis d'une enfance heureuse? Je sais pas, tu vois? Est-ce que je m'intéresserais à ce à quoi je m'intéresse aujourd'hui sans, les disputes et sans les conflits que j'aurais vécu avec lui? Peut-être pas. Donc, Mmh. la haine et la tristesse, il y a vraiment pas grand-chose, hein. Mmh. Bah, déjà, je suis touché aussi par ce que tu partages maintenant et bah, voilà, je te partage aussi mes condoléances, par Ah non, non, rapport à ça. pas de problème, non, il y a pas de souci. Par rapport à ce que tu pourrais partager aussi à la communauté en termes de contenu, peut-être, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais recommander, si tu devais recommander un artiste ou une œuvre que tu as aimée récemment? À une œuvre que j'ai mise, qui ne quitte plus ma table de chevet, maintenant là, c'est, Anima de Wajdi Mouawad, qui est, un bouquin, assez sombre de littérature. Alors lui, c'est pas un Québécois, c'est un Iranien si je me trompe pas, hein. Attention, peut-être que je me trompe, sur sa nationalité, mais je sais que, il vit au Québec et parce qu'il y a beaucoup d'expressions dans son livre notamment qui sont, en rapport avec l'endroit où est-ce qu'il vit et OK. c'est un livre qui vient retracer, il y a eu un meurtre à un moment donné, au début du livre, il y a un meurtre, un homme qui rentre chez lui, qui découvre que sa femme est morte d'une manière assez sordide et assez horrible. Et en fait, lui va partir à la recherche du tueur, non pas pour se venger, mais pour se rassurer que ça ne soit pas lui. Donc déjà, le cheminement psychologique est différent. Mmh. Et la deuxième grande particularité de ce livre, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est que c'est pas ni vu dans la peau d'un narrateur, ni vu dans la peau du personnage principal, qui est celui qui vit la scène, mais dans la peau des animaux. C'est-à-dire que chaque passage, OK. il y a le chat, après il y a la mouche, après il y a la souris, après il y a la chauve-souris et en fait, il y a un travail de recherche, c'est 10 ans d'écriture du livre pour Waouh! raconter tout le passage et tout le parcours et l'acheminement d'un personnage, à travers, les yeux des animaux et donc le chien, il va avoir une façon d'interpréter, le comportement des hommes différente que la chauve-souris, différente que la souris, différente que la mouche. Donc il y a eu une recherche sur le silence des animaux et leur façon d'interagir avec l'homme qui est passionnante. Par exemple, le chien va sentir les excréments dans le ventre de l'homme et de ce fait savoir déjà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Mmh. par exemple, tu vois? Donc tu vois, c'est vraiment très différent. Les chauves-souris, ne voient pas. Les chauves-souris se dirigent par, Mmh. l'ouïe. Tu Oui. vois? C'est l'ouïe qui leur Ouais. construit en fait leur vision et donc il y a aussi un rapport. Il s'est dit dans le texte et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on suit un parcours sordide, on suit un parcours étrange d'une personne à travers les yeux des animaux et ça, c'est quand même Mmh. vraiment exceptionnel en termes, de création littéraire. Génial, merci. Bah, écoute, ouais, je crois que c'est ça va être mon prochain livre, Ah, c'est très après les bien. 3 après les 3 que je dois lire, mais ça va être, ouais, ça va être sur ma booklist. Ah, il est vraiment génial celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mmh. Je vais te proposer, avant qu'on termine, une sorte de minute fast et Ouais, après je te ferai, une interview inversée et puis on pourra aller vers la fin un peu comme ça. Mais je te propose qu'on commence, par une interview questions rapides, réponses rapides OK. et heu et voilà, est-ce que tu es prêt? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur? La mort, instinctivement, je dirais la mort. Mmh. Qu'est-ce qui te rend étrange? Qu'est-ce qui me rend étrange? Ma folie. C'est quoi ton moteur ou ta force motrice, pour aller toujours de l'avant? Ma force motrice pour aller de l'avant. Je suis désolé, je réponds pas vite parce que là, tout de suite, instinctivement comme ça, j'ai pas forcément d'idée. C'est, la création artistique, je dirais. Mmh. C'est quand la dernière fois, Chris, que tu as ri aux larmes? Avant-hier. OK. Tu te souviens de quel sujet c'était? Ouais, parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où en fait, je fais une vidéo, je me filme et au lieu de dire: «Le fossé Mmh. va se creuser», je dis: «Le creuset va se fausser». En fait, je continue très naturellement, comme si ce que j'avais dit n'avait absolument, c'était complètement normal et en fait, j'ai ma femme qui était à côté qui entendait et elle a commencé à rentrer dans un fou rire qu'elle me l'a transmis de manière directe et là, je pleurais de rire, quoi.
en opposition à ça, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Oh, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a peut-être un mois, ouais. Peut-être un mois, quelque Ouais, chose comme ça. Ouais, OK. j'ai une année un peu difficile là. J'ai une année assez Mmh, difficile. OK. Le livre que tu as le plus lu en tout? Aïe, aïe, aïe. Le livre que j'ai le plus lu. En fait, j'ai des égalités, quoi. J'ai des égalités. J'ai évidemment, comme je disais au début, Clément Rosset, Le réel et son double. Mmh, J'ai Crime et châtiment de Dostoïevski, euh, euh, que j'ai lu à la même hauteur. Allez, on va dire ça. Ouais, Crime et châtiment, Le réel et son double de Rosset. Et ah si, d'un contemporain, Dimitri Rouchon-Bory, un ami à moi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le démon de la colline aux loups. Incroyable livre, vraiment très très belle œuvre littéraire et que j'ai lu pas mal de fois aussi. mmh. Écoute, on va mettre le lien en description pour qu'on puisse le retrouver. Ah ouais, franchement c'est un super livre. Le dernier morceau que tu écouté? Musique, alors moi je suis un fan de... À chaque fois je me fais attaquer parce que je le dis très mal. Alors je sais pas si on dit Hans Zimmer ou si on dit Hans Zimmer. Je crois qu'on dit Hans Ouais, Zimmer. je sais pas non plus. Je crois que c'est Hans Zimmer, ouais. Hans Zimmer. La même morceau que j'ai écouté, c'est Hans Zimmer. Et en ce moment aussi, j'écoute les cumbias mexicaines. Mmh. Voilà. Ouais, j'adore. J'adore les 2. OK, c'est carrément validé. La plus belle rencontre de ta vie? Ah bah la plus belle rencontre de ma vie sentimentale, je dirais celle de ma femme, évidemment. Y a pas photo. Mmh. Et la personne, que tu aimerais rencontrer d'ici la fin 2024? Bah j'aimerais bien rencontrer Wajdi Mouawad, pour être honnête, pour lui poser des questions par rapport à son bouquin. J'ai pas d'idole, j'ai pas Mmh. vraiment quelqu'un que j'admire. J'aime beaucoup, tu vois, il y a Cormac McCarthy qui se relance dans la littérature, qui fait de nouveaux livres que j'aime énormément. C'est un Américain. Si j'avais pu rencontrer Steinbeck aussi, j'aurais adoré le Mmh. rencontrer. Voilà, il y a vraiment pas mal de gens que j'aimerais rencontrer, mais j'ai pas d'idole. Voilà, je Ouais. suis pas vraiment d'idole. Mmh. J'aime Et je énormément de gens de manière très différente, mais j'ai pas une qui est au-dessus d'une autre. OK. Bah, ce qui est raccord aussi avec ta façon, je dirais, de philosopher, qui est, on va dire, assez expérimental aussi. Enfin, tu expérimentes les choses plutôt que de suivre un courant ou une grande pensée. Heu, J'ai des grandes idées, disons, j'ai des grandes idées. Je suis quand même des courants ouais. qui sont existentialistes, tout ça, mais je sais les remettre en question. Il y a des choses Mmh. voilà, il y a des philosophes que j'aime énormément, il y a des gens que j'affectionne vraiment beaucoup, mais c'est tellement Mmh. divers. Il y a tellement c'est pour des manières tellement différentes que je les aime. Il y en a un que je vais aimer parce que il écrit d'une certaine manière, et du coup, je trouve que son écriture est incroyable, l'autre parce qu'il y a des idées qui sont sublimes. Donc tu vois, est-ce que celui qui écrit mieux que l'autre qui a des idées incroyables nécessite plus de fanatisme? Je sais pas. Donc, je les mets Mmh. tous à la même hauteur, mais j'aimerais bien les Ouais. rencontrer, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un échec, je dirais peut-être un échec que tu aurais vécu, un grand échec, et l'intérêt, c'est de partager un enseignement de cet échec, avec la communauté? Eh ben, très, 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 très récemment, pour être 100% honnête avec vous, très récemment, en fait, si vous voulez, l'année dernière, j'ai ma maison d'édition. Donc là, j'ai un livre qui sort le 12 septembre sur le silence de la joie. Guy Heu Daniel, c'est ça? Chez Tréaniel, voilà. Et ensuite, chez Tréaniel, je dirige une collection du coup que j'ai lancée avec Mathias, le docteur en philosophie qui m'a aidé, dont je parlais tout à l'heure, et qui a dit voilà, on se lance sur une collection, on va éditer des philosophes universitaires et leur faire amener des sujets qui sont très Mmh. accessibles, en faisant vivre vraiment une expérience aux gens de lecture. Et donc, l'année dernière, je signe un livre qui s'appelle Petit traité de la mort à l'usage des bons vivants. Et Mathias fait Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Voilà, c'est très clivant, c'est vraiment une petite collection qui va vraiment être très sympathique. Donc c'est ça l'année dernière. En janvier, je perds mon meilleur ami, arrêt cardiaque. En avril, je perds mon père et là, il y a quelques jours, je perds un ami d'enfance. Il a fallu que j'écrive ce livre et en fait, lors du décès de mon père, je me suis lancé dans l'écriture, sauf que c'était pas un petit traité que je sortais, c'était quelque chose de littéraire. Un peu, c'était comme un journal intime, un journal de bord où je parlais tous les jours depuis la mort de mon père. J'avais écrit dès l'annonce,
et je continuais les jours, les jours, les jours, les jours, j'écrivais. Et en fait, j'ai pas fini le manuscrit, mais j'avais, voilà, un bon tiers du manuscrit. Et donc, j'ai dit: «OK, je vais proposer aux maisons d'édition, s'il y en a un que ça intéresse, maison d'édition littéraire», parce que c'était vraiment pas du tout en rapport avec le petit traité, hein. C'était vraiment pas du tout un petit traité, c'était vraiment, la Mmh. littérature, quoi, vraiment, plutôt un récit, on va dire. Et donc, Mmh. je propose, j'ai Flammarion qui me répond, qui me dit que oui, c'est bien. Au final, il s'avère qu'il refuse au dernier moment, et les autres maisons refusent. Donc ça, c'est quand même un Mmh. échec, tu vois? C'était quand même un échec. Et là, j'avais 2 possibilités, c'est-à-dire que soit je remets en doute toute ma façon d'écrire, je vais chercher le pourquoi, je vais essayer de chercher des informations. Ça me permet de réajuster une modalité interne, de revoir mes interprétations et tout dans cette, suite d'échecs que je vivais, en fait, tu vois? Parce que je vivais Ouais. le deuil de manière répétée, plus des échecs perso, voilà, c'était Mmh. assez difficile. Donc j'ai pris du recul. Je me suis pas découragé, j'ai pris de re après je suis quelqu'un qui a, de manière, je suis un grand compétiteur. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, ce qui fait que je me laisse vraiment de manière très naturelle, très, très peu abattre. Et Mmh. ça, j'ai pas de technique, c'est vraiment inhérent un peu à moi, tu vois? C'est que j'ai beaucoup Tu fait. partages ça avec toi? Voilà, 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 bah, si, voilà. Généralement, ceux qui j'ai toujours fait de la compétition quand je faisais du sport, bon, beh, on Mmh. essaie de gagner, quoi. On essaie on lâche pas l'affaire. Et Pour donc, le collectif ou autre chose, mais il y a bien toujours sûr, cette envie, en tout cas, d'aller pousser, ouais. ouais, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, je me remets en question, je fais des belles rencontres, la rencontre de la femme que je disais, et puis j'analyse Mmh. mon récit, et au final, je me rends compte que je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas pris. Parce qu'en fait, il manquait plein de choses et que j'ai juste agi sous le coup de l'émotion, que j'avais envie de pondre quelque chose, mais c'était pas tant pour être publié, mais plus pour, une forme de catharsis, essayer de comprendre ce que je vivais, la notion de deuil et tout. Et je me suis Mmh. lancé donc du coup dans la création d'un roman, et là j'ai commencé à écrire le roman, et là j'ai eu d'excellents retours avec vraiment quelque chose de super intéressant. Et donc là, ce sera un livre qui sera publié et ce sera une œuvre littéraire. Donc il y a quand même Mmh. un une forme de combat par la suite, mais c'est bon, là je passe la masse de travail, la masse d'analyse, la masse de remise en question, les nuits blanches, les insomnies, enfin bon voilà, tout ce Mmh. qui va avec ça, quoi. Bah, écoute, hâte de le lire en tout cas et puis, peut-être que peut-être qu'à un autre moment, plus tard dans la vie, je pourrais aussi, en reparler avec toi. Mais en tout cas, ouais, hâte de vraiment d'en savoir plus. Je te propose qu'on aille sur une interview inversée, Chris. L'idée, c'est que tu puisses, me poser toutes les questions que tu as envie de me poser pendant 2 minutes. Est-ce que ça te dit? OK. Alors, je vais te poser des questions C'est compliquées. parti. Est-ce que la fin justifie les moyens? OK. Ça commence très, très fort du coup. Mmh. Ce qui me rattache, tout de suite à ce qui me vient à l'esprit, je dirais que c'est de me rattacher à une notion qui est l'intention. La première chose qui me vient, c'est l'intention et comme dans les habitudes qui vont nourrir la qualité de nos relations, l'idée c'est de se dire, finalement, quelle est la fin, quelle est la finitude des choses et de me demander quelle est mon intention, quel est mon positionnement par rapport à cette soi-disant fin. Et j'aurais tendance à aller, sur cette intention et me questionner et de me demander, voilà, comment je me positionne par rapport à ça pour être congruent par rapport à ce que je pense. Voilà ce qui me vient en premier, Chris. OK. Vaut-il mieux une illusion qui amène au bonheur ou une vérité qui amène à la souffrance? Moi, je fais partie de la même école que toi, je dirais. C'est vraiment celle qui serait de nous mettre le plus possible, de me mettre le plus possible en rapport au réel et donc de cohabiter avec la souffrance, de l'analyser, de faire le tour. On n'a pas parlé des différents traumas avec toi et comment avancer sur ces traumas, ce qui pourrait faire référence aux travaux de Boris Cyrulnik. Mais c'est vrai que tu disais sur un autre plateau à quoi tu dis oui et comment tu dis non à ton passé. Je trouvais ça intéressant et pour autant, j'aime bien aussi rester, cohabiter, avec ce qui se passe pour mieux l'accepter, pour mieux le digérer plutôt que de mettre, des pansements sur des jambes de bois. OK, c'est intéressant. Tu peux rebondir si tu veux, hein.
Non, non, je vais pas rebondir sur celle-là. Je vais pas rebondir sur celle-là. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Tiens, toi qui fais de la communication, toi qui fais dans la communication, que peut dire le silence? Mmh. Bah, déjà, tout est communication, hein, ça c'est évidemment pas de moi. Donc je dirais que le silence, alors faudrait peut-être définir la communication, quel type de communication on est, que ce soit la prise de parole publique ou la communication dite non violente ou différentes communications comme la communication immunitaire. Mais c'est vrai que pour moi, le silence est une clé fondamentale, qu'elle soit perçue comme un outil ou de manière, on va dire, utilitariste, ou qu'elle soit perçue comme un moyen de gagner en sérénité, d'être en introspection, ou le moyen peut-être de nourrir la relation. Offrir son silence, j'ai une règle que j'applique assez souvent dans les échanges, c'est de parler un quart ou un cinquième du temps. En fait, c'est largement suffisant pour que je puisse m'exprimer. Et le reste du temps, j'aime questionner. Donc c'est vraiment la démarche socratique voilà, de questionner, de prendre le temps d'honorer la parole de l'autre, de lui permettre de déplier sa carte. Euh, et donc, je dirais que le silence est le premier outil de la communication. Quand je faisais des études de communication, je sais plus qui disait, mais euh, le bon communicant, c'est d'abord celui qui sait d'abord se taire. Et donc aujourd'hui, je suis plus dans le monde de la communication ni du marketing, mais en tout cas, cet élément fait partie de ma vie, hein, et au cœur de ma vie. Ok. Donc ouais, il y a un rapport qui est assez intime, qui est assez intime avec la communication, avec ce que peut la communication en fait en quelque sorte. Complètement. Est-ce Je que tu pense que c'est penses, l'étape numéro une. est-ce que tu penses comme Wittgenstein que les limites de notre langage sont les limites de notre propre monde? Je crois que je vais enlever l'interview inversée dans ma prochaine interview. Euh, Ah, tu me mets des questions, hein. je pense que je pense que les limites de notre langage sont les limites d'un de nos mondes, mais pour moi, il y a d'autres mondes. Le langage non verbal, le langage paraverbal, une forme de solitude partagée, la spiritualité qu'on peut développer dans sa vie. Tout un tas de choses peuvent être des ponts et des moyens de communiquer ensemble. Il existe des dizaines d'autres formes de communication, et donc je pense que le langage est un moyen de se rejoindre, historique, ancestral, de créer du nous, et pour autant, il en existe beaucoup d'autres. C'est ça que j'essaie de déplier dans mon livre notamment. D'accord, ok. Mais du coup, est-ce que tu penses que le langage en tant que connaissance des mots, c'est-à-dire le langage, c'est les mots qu'on va utiliser, développer notre vocabulaire, les mots. Est-ce que tu penses que plus on va avoir Hmm. de possibilités d'avoir un panel de mots qui sera grand, plus on va avoir une possibilité d'élargir notre monde. En gros, l'idée, c'est de dire Hmm. que, euh, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup moins de distinction des termes, des couleurs et des substituts entre, par exemple, le noir et le blanc, donc avec toutes Hmm. les multitudes de gris, ou le bleu et le blanc avec toutes les multitudes de bleu qu'il y a au milieu, que notamment en Chine, où ils ont beaucoup plus de possibilités de dire le bleu de plein de manières différentes, tu vois. Hmm. Donc, Oui, est-ce que tu penses que dans ce sens, le langage est en quelque sorte une limite de notre propre monde? Trace en fait, très vient difficile. tracer les frontières de notre monde. C'est-à-dire Hmm. que notre monde, ça serait la représentation qu'on se fait du monde. Hmm. Je dirais que c'est difficile de répondre par oui ou par non. C'est difficile d'être vraiment binaire, manichéen là-dedans. Je pense qu'il y a du oui et du non. Et je pense qu'on peut créer du commun avec effectivement une gamme de langage. On peut collectionner les mots, on peut lire tous les jours, on peut développer vraiment notre vocabulaire. Et pour autant, je pense qu'il y a une vraie richesse aussi dans. On peut créer vraiment du commun et du nous dans une forme
de minimalisme aussi, et que certains mots, comme tu dis, peuvent dire avoir plusieurs définitions et en fonction de l'intonation, du contexte, en fonction de la culture d'un pays, on peut se rejoindre pour autant. Donc, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question. Ok. Bon, je te pose une dernière question, qui est une question qui est Ok. très compliquée et qui amène au débat, au gros débat. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo tout à l'heure et c'est une question aujourd'hui qui est au plein cœur de la société et notamment de la... J'ai droit à un joker, Chris. Hein, je t'ai pas dit, hein, mais vas-y. Très bien, très bien. Peut-on séparer l'homme de l'œuvre? Peut-on séparer Céline du Voyage du bout de la nuit? Peut-on séparer Picasso de Guernica? Peut-on séparer, je sais pas moi, Sénèque qui avait des esclaves de la brièveté Hmm. de la vie? Plus récemment, peut-on séparer Polanski de J'accuse? Euh, Hmm. Peut-on Tout séparer à fait. Michael Jackson de Thriller? Peut-on, oui. Non, non, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Fais attention à ce que tu dis, hein, parce que les gens vont s'énerver. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile à répondre parce que je connecte sur d'autres sujets. Peut-on séparer des sujets beaucoup plus d'actualité, des personnalités comme Kevin Spacey, de ses œuvres, etc. Ouais, mais par exemple, Euh, ce qui s'est passé avec Depardieu, est-ce qu'on peut séparer Depardieu. l'homme en tant que Depardieu Hmm. de l'artiste, mais pas tant de l'artiste, Depardieu l'artiste, mais plutôt de l'artiste Hmm. lorsqu'il joue Balzac, par exemple, tu vois? Bah, tout ça rejoint des grosses questions éthiques et morales au niveau philosophique. Donc c'est vrai que euh, ce qui me vient en premier, hein, je te réponds bien sûr, évidemment, pourrait y avoir 10 couches de réponses, mais la première qui me vient, c'est que je suis un homme qui est drivé par son système de valeurs et que par conséquent, j'aurais des difficultés à séparer les deux quand je vois des événements, en tout cas tragiques, qui se passent, des personnes voilà, qui manquent pour moi d'une valeur respect ou voilà, de certaines valeurs en tout cas, ou d'un code éthique, et ben, j'aurais tendance à avoir des difficultés à concevoir ça. À concevoir ça, ok. Mais est-ce que pour autant tu serais dans du boycott ou dans du cancel, par exemple, se dire, bon, ben voilà, Céline, c'était un gros antisémite horrible, donc il Hmm. faut boycotter ses œuvres. J'ai acheté ces œuvres pour les lire, pour me cultiver, pour apprendre, pour aller au contact, et y compris pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, je pense que, alors je m'avance peut-être, mais comme toi, j'ai lu ces œuvres pour me faire mon propre avis. Et, auquel cas, je n'en parle pas en tout cas, mais en tout cas, si c'était plus une question personnelle, ouais, pour voir et me faire mon propre avis. J'ai toujours envie d'aller creuser la question plutôt que de suivre, on va dire, ce que tout le monde dit. Ok. Donc, pas de cancel. De mon côté, tout dépend de l'intensité, tout dépend de ce qui s'est passé. Mais de prime abord, pour ce qui est de Céline, je n'en parle pas. Donc, est-ce que ne pas en parler, c'est une forme de cancel? Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Si, peut-être, peut-être. Tu sais, c'est comme se dire que moi je pense que c'est en réalité une question d'éducation, tu vois. C'est-à-dire que canceller une œuvre, c'est laisser la possibilité à l'histoire de se reproduire, tu vois. C'est-à-dire que si Hmm. tout le monde cancelle tous les enfoirés de ce monde, d'accord, et que sous Hmm. prétexte qu'ils sont mauvais on les Je suis cancelle, d'accord. on a beaucoup plus de chances que les choses se reproduisent. Alors qu'en réalité, Hmm. en ayant la connaissance nécessaire, on est capable de pouvoir lutter contre ça. Donc je pense qu'en réalité, c'est juste une question d'éducation de se dire, oui, Hmm. il y a eu le voyage au bout de la nuit de Céline, c'est incroyable, mais au lieu de dire, Céline, c'est un auteur dingue, c'est un artiste achevé, un homme incroyable. Non, il faut dire la vérité. Je pense que c'est une question d'éducation. C'est-à-dire Oui. qu'il faut savoir dire, il faut savoir séparer, moi je pense qu'il faut savoir séparer l'œuvre de l'homme, Hmm. pas l'homme de l'artiste, mais je dis bien l'œuvre de l'homme, attention, Hmm. mais qu'il faut savoir éduquer. C'est-à-dire qu'il faut pas faire l'apologie non plus de l'artiste. C'est ne pas se Hmm. dire, ben, sous prétexte que l'œuvre est incroyable, l'artiste aussi l'est. Non, on peut On avoir, en revient au réel. c'est ça. Ouais. On peut avoir une très belle œuvre de Céline qui est le voyage au bout de la nuit qui n'a aucun aspect antisémite à l'intérieur avec un homme Hmm. qui est profondément antisémite et donner des frissons à Hitler. Donc en fait, Complètement. si tu veux, il faut juste apporter les connaissances.
Moi, je pense que c'est Mmh. surtout ça. C'est plutôt une question d'éducation. Ouais, là je te rejoins à fond et je le vois dans ma pratique au quotidien d'ailleurs quand je fais des cours et cetera, c'est très intéressant d'analyser le totalitarisme ou d'autres choses ou Bien des sûr. exemples, voilà de qui ont été, d'œuvres qui ont été des réussites, mais tout en mettant un red flag sur, voilà, sur le système de valeurs de la personne et de vraiment sensibiliser sur, en tout cas ce qui me paraît important. Exactement. Surtout que quand c'est une œuvre qui ne fait pas l'apologie de la pédocriminalité, quand c'est une œuvre qui parce qu'attention, il existe des œuvres, de Maznev, par exemple, qui lui est un homme horrible, mais qui a aussi créé un livre qui fait l'apologie de la pédocriminalité. Donc là, en l'occurrence, il faut condamner, Ouais, tu vois? C'est qu'il y a des là, il moments où on faut peut pas condamner. séparer. C'est-à-dire qu'il faut prendre C'est les choses inacceptable. exactement, il faut prendre les choses avec une certaine forme de singularité et de se dire, Mmh. d'abord, on analyse l'œuvre. Est-ce que l'œuvre coïncide avec les propos que l'auteur a? S'il n'y a pas d'apologie de quelque chose d'atroce. Par exemple, Nabokov qui écrit Lolita, Mmh. qui est dans la peau d'un pédophile, hein, Humber Humber. Lolita a 12 ans, c'est une préado. Et à l'intérieur, on est dans la peau d'un pédophile. Est-ce que ça veut dire Mmh. pour autant que Nabokov est un pédophile? Pas du tout. Nabokov dit très Mmh. bien que son personnage le dégoûte profondément. Qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est plutôt montrer au monde, si tu veux, il veut dénoncer quelque chose de la Mmh. société en passant par le fait de démontrer une chose ou de montrer un exemple. Donc, on peut pas dire sous prétexte Mmh. que Humber Humber était un pédocriminel que Nabokov en est un aussi, et vice Mmh. versa d'ailleurs. Donc, tu vois un peu la complexité. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre les choses de manière singulière. Merci pour cette interview croisée, Chris. J'ai ma fille, j'ai ma fille qui est là. Avec plaisir. Il y a aucun souci. Ce serait quoi la musique de la BO de ta vie? Oh, j'adore Interstellar, hein. J'adore la musique d'Interstellar, Cornfield Field, un truc comme ça de Hans Zimmer. Hans Zimmer? Ouais, Ouais. ouais, vraiment, je trouve incroyable. Ouais, non, mais là, c'est là, je fonds. Ou même Ouais, ouais, Times, on est Times d'accord. de Inception, Times dans Inception, pareil de Hans Zimmer. Mmh. Incroyable, incroyable. Mmh. Si tu avais 1 milliard d'euros et qu'on t'obligeait à les donner à une seule association, ce serait laquelle? Les enfants, moi je trouverais une association contre pour les enfants qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui ont des maladies du cœur. Je pense qu'il faut préserver les générations à venir et ce serait forcément quelque chose qui va contre les enfants. Tu vois, par exemple, quand mon père est décédé, mon père, il avait été il avait bossé parce que mon père était docteur généraliste, mais avant ça, il travaillait aux urgences. Il avait travaillé avec des enfants qui ont eu des gros problèmes cardiaques, ce qui fait que vu qu'il avait une grosse patientèle, qui était très connue. Ben, c'est sur le bassin d'Arcachon, donc tu vois, c'est une petite ville, Mmh. mais qui était docteur là-bas. On a dit à tous les gens, au lieu d'acheter des fleurs et tout, de donner pour une association qui se veut être dans l'aide des maladies cardiovasculaires chez les enfants. Donc, si demain j'avais vraiment beaucoup d'argent à donner dans ces associations, je me focaliserais sur voilà les enfants, la souffrance chez les enfants, tout ce qui touche aux jeunes. Malheureusement, je dois faire un choix. Hein, ça pourrait très bien être les femmes qui sont battues, ça pourrait être très bien les inégalités, mais voilà, c'est plutôt les enfants et aussi au passage C'est le jeu. Oui. l'accessibilité à la culture dans des pays comme en Afrique où ils n'ont pas accès à Mmh. autant de livres que nous. Voilà, cette accessibilité-là, partager de la connaissance aussi à travers le monde, ce que j'essaie de faire sur mes réseaux, mais voilà, de manière, j'aiderais aussi dans ce sens-là. C'est comme ça que je pourrais Ouais, contribuer. je te remercie, Chris. Ça me fait penser au travail d'Augustin Trapenard avec Bibliothèque du Monde et ce que tu fais aussi avec le Book Club sur ton fil Instagram. Et j'invite tout le monde à justement aller visiter un peu ton fil. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro si tu pouvais passer le relais à quelqu'un à qui tu voudrais passer le micro comme un relais Eh bien, je passerai à Mathias justement, tiens. Qu'est-ce qu'il aura à dire celui-là? Je passerai à Mathias justement parce que il est très 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 intéressant et il peut apporter beaucoup de choses aux gens. Hmm. Mais écoute, je lui passerai un petit coup de fil. Si tu avais pour terminer juste une Madeleine de Proust, vraiment toi, ta martingale à toi pour mieux vivre les interactions sociales, mieux vivre tes relations, c'est quoi que tu dirais? Ah, 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 pour mieux vivre. Moi, je sais pas trop là. Je suis pas trop dans ce truc de mieux vivre ou de réussir à régler tous les problèmes. Je pense qu'il faut savoir porter son fardeau et de temps en temps savoir alléger quoi.
C'est Mmh. vraiment ça. C'est vraiment plus là-dedans que je suis, que plutôt essayer de trouver des solutions. Je préfère qu'on pose les bonnes questions. Je préfère en réalité une question qui mène à rien qu'une réponse qui donne réponse à tout. Eh ben, ça répond totalement à la question puisqu'il s'agit pas forcément de régler tout, mais plutôt de, voilà, de les vivre d'une manière plus allégée donc Complètement. le questionnement. Super. Exactement. Si tu avais un mot de la fin, Chris, tu aurais envie de dire quoi? Oh, rien de particulier. Rassurons-nous, tout va mal, voilà. OK Chris, je te remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et je te dis à plus tard et encore, merci pour ton temps. Avec grand plaisir, ça roule. Et j'invite tout le monde à aller tout de suite sur le fil de Chris, et donc potentiellement, voilà, allez faire un tour, allez voir, voilà, comment vous pouvez vous procurer le livre Guérir l'impossible, chez Guy Trédaniel et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.